Bonjour messieurs, dames. L'intitulé de mon intervention est La transformation digitale des entreprises à l'ère de l'IA générative. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi j'ai mis deux mots, transformation et générative en rouge. Mais d'abord, revenons à septembre 2023, lorsque le magazine Time avait identifié les 100 personnes les plus influentes dans le monde dans le domaine de l'intelligence artificielle, dont vous avez reconnu M. Sam Altman, PDG d'OpenAI, Sundar Pichai de Google, M. Jeff Dean de Google AI, M. Demis Hassabis de Google DeepMind, M. Eric Horvitz de Microsoft, M. Yann LeCun de Meta et M. Elon Musk de Tesla. Ceux-là et bien d'autres sont responsables de l'existence que nous appelons aujourd'hui les chatbots ou les LLM, Large Language Models, ou les grands modèles de langage, dont, et je suis sûr que vous le connaissez tous, GPT 3,5, suivi par GPT version 4, et qui sera bientôt suivi par GPT 4.5, ou du moins GPT 5 même, au début de l'année, nous dit-on. Pour DeepMind, c'est Chinchilla AI. Pour Google, il s'agit de Bard, qui a été rebaptisé et représenté sous le nom de Gemini. Pour Microsoft, il s'agit de Bing Chat, qui a lui aussi s'est fait une nouvelle identité, qui s'appelle Copilot, et qui est en fait intégré dans tous les produits de Microsoft, PowerPoint, Excel et Word. Pour Meta, c'est Llama 2, et pour Tesla, c'est Grok, ce chatbot qui est très très amusant, qui ne manque pas d'humour, contrairement à tous les prédécesseurs. Et il ne s'agit pas que de cela. Je nommerai en plus ChatSonic, Perplexity, Ask AI, Claude d'Anthropic, et la plupart ici sont sous abonnement, contrairement à Bard et à Copilot, pardon, à Gemini et à GPT 3.5. Mistral, du côté français, du côté arabe, nous avons Falcon LLM, il y en a bien d'autres, dont 3 africains, je n'ai pas trouvé de place pour les mettre. Bien d'autres, hein. Si nous avons ici la liste de Life Architect, nous avons trouvé la liste où figurent 305 modèles différents. D'autres sont TBA, To Be Announced. Il y a quelques jours, le 7 avril, j'avais jeté un coup d'œil sur cette liste, il n'était que 299. C'est pour vous dire la vitesse à laquelle ces choses-là sont en train de se développer. Alors, revenons en Tunisie, vous reconnaissez, non, ce n'est pas une erreur. Il s'agit bien d'un chèque qui date de 2018, lui. Et dans ce chèque, c'est un bon à payer, en fait, où il y a la date, le montant à payer, à qui ça doit être payé et par qui ça doit être payé. Et puis, il y a un numéro. C'est exactement la même chose que un chèque de 1869, où nous avons la signature, la date, le montant à payer, à qui on doit le payer, et le montant. Exactement les mêmes informations. Sauf que le format a changé. Entre les deux chèques, 2018 et 1869, se sont écoulés 149 années. Si j'avais pris 2024, évidemment, ça aurait été plus. Alors, en 149 ans, bien des choses se passent. Pratiquement tout a changé, mais pas les chèques. Et notamment, ce qui a changé, c'est l'introduction de l'ordinateur en 1939. Et les banques n'ont pas l'air de s'être rendu compte, du moins en ce que nous voyons ici, mais ça a changé ailleurs. Alors quand quelqu'un nous donne un chèque, c'est pour moi presque une malédiction, parce que nous devons trouver le temps d'utiliser notre corps pour transporter ce chèque qui n'a pas de véhicule, l'emmener à la banque, perdre le temps, stationner, aller, puis rentrer dans la banque, mettre le chèque à plat sur un bureau, obtenir un bordereau qui se présente sous la forme de triplé, parfois de quadruplé, et c'est à nous, avec un stylo, qui devons recopier à la main des informations sur le chèque, du chèque vers le bordereau. Parfois même des informations qui ne nous concernent pas directement, comme le numéro du chèque qui en fait ne sert qu'à la gestion du chèque par la banque et pas pour nous. On copie le montant, on copie le numéro du chèque, on copie le tiré, le tireur, on signe et puis on remet ça. Et puis on le fait parce qu'il y a un calque dans un formulaire blanc, bleu, rose et jaune. Pourquoi 4 ? Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Comme cela fonctionnerait dans une entreprise industrielle, un bon de commande se présenterait sous forme de triplé ou quadruplé.
La première copie va aller au premier département qui va la saisir sur son ordinateur pour la stocker dans sa base de données. La deuxième copie ira au département suivant qui va la saisir sur son ordinateur pour la stocker dans sa base de données. La troisième copie ira au département suivant qui va utiliser son ordinateur pour la stocker dans sa base de données. Et la quatrième va aller au département suivant qui va utiliser son ordinateur pour être... Vous connaissez la suite. Et tout cela est fait grâce à l'entremise de l'être humain. Un vaguemestre ou un chéouche, quelqu'un qui va transporter les documents d'un département à un autre si en fait les personnes concernées ne sont pas côte à côte dans un bureau, dans un guichet. Et ce qui se passe, c'est que parfois on met à contribution le client en lui demandant qu'est-ce que tu peux emmener ça à la caisse. On lui donne le document et c'est comme s'il se passe exactement dans les recettes de finances. Alors évidemment, quand nous regardons ce manège, ce qui se passe ici, c'est que ces documents que nous avons saisis dans l'ordinateur ne sont pas jetés ni détruits, ils vont être stockés, archivés, jalousement, ils vont prendre la place, parce que qui sait, nous aurons peut-être besoin de les consulter un autre jour, même s'ils ont été saisis dans un ordinateur. Et il n'est pas rare que nous voyons des ordinateurs comme ça. Ici en Tunisie ou ailleurs d'ailleurs. Évidemment, ça a changé, nous n'utilisons plus ces ordinateurs antiques, nous avons de nouveaux ordinateurs, comme vous voyez ici, un peu plus modernes, avec des écrans plats qui prennent moins de place, mais l'environnement est exactement le même. Ce que nous avons changé, c'est la technologie, mais pas notre manière de travailler. Entre-temps, c'est 40% du temps qui est passé dans la gestion des documents, l'archivage, la recherche. Pour les chercher, on passe à la recherche 15 à 35% du temps à la recherche d'informations qui sont déjà en notre possession. 15% du temps est consacré à la duplication de l'information existante et plus de temps est passé à recréer le savoir, que dis-je, à digérer, à ruminer le même savoir qu'à créer du nouveau savoir. Avec tous les problèmes que cela sous-entend, dont les doubles saisies, les redondances, les doubles contrôles, etc., etc. Alors, il n'est pas rare que nous utilisons des ordinateurs, mais que l'information soit erronée, du moins pas la même d'un ordinateur à un autre. Ici, nous avons une facture qui peut être à 1000 dinars, à 1500 dinars, à 7000 dinars, à 2000 dinars. C'est pas étonnant, parce que justement, différentes hypothèses ont été prises dans le traitement et l'archivage de ces informations-là. Et cela peut arriver même à des informations autrement connues comme étant universelles, comme le temps, par exemple. Et le temps peut être différé d'un ordinateur à un autre. Cela arrive. Comme cela arrive ailleurs que dans les ordinateurs. Ici, c'est un carrefour. Il y en a 350 en Tunisie. Parce qu'il m'est arrivé de faire la connaissance de la fille dans une de mes classes de celui qui les installe, 350, 349 maintenant parce que celle-ci n'existe plus, à Toulouse. Alors, quelle heure est-il vraiment? 16h47 ou 16h30? Tout dépend d'où vous venez et où vous allez. Ici, c'est pareil, c'est Ardeif. Est-il 6h48 ou 8h50? Ici, la foule n'a pas l'air de s'en inquiéter outre mesure. Nous avons des pancartes de la sorte qui existent encore. De quel côté est-ce que Fouchena se trouve? Et les systèmes d'information dans les entreprises sont pleins de systèmes d'information de ce genre-là, ou de ce genre-ci. Cette pancarte n'est pas loin d'ici. En tout cas, elle vaut mieux que celle-là. Ou ces bornes kilométriques qui nous montrent que Tunis est à 61 km. En fait, c'est les 2 km les plus longs que je connaisse. Et nous n'arrivons pas à comprendre comment ces choses-là arrivent. Qui est-ce qui a posé ces bandes kilométriques? Est-ce qu'il ne regarde pas autour? Est-ce qu'il ne se pose pas des questions? Et ça n'est pas un accident, nous en avons un peu partout. Si vous faites attention, en fait, comme je le fais, j'ai appris à le faire. Ici, Gabès est à 3 ou à 4 km, c'est le kilomètre le plus long, encore une fois. Et je pense ici, dans ce cas particulier, que la distance à Gabès dépend de la manière dont vous dites les choses. Gabès ou Gabès. Revenons à la banque. Aujourd'hui, nous ne faisons pas les choses comme ça. En fait, vous allez ici, on appelle ça un ATM. En Tunisie, on appelle ça un DAB, et les vocables diffèrent et sont signifiants. ATM, c'est Automatic Teller Machine. Un teller, c'est le préposé à la banque qui peut faire les opérations que vous pouvez faire dans une banque, dans un guichet. Comme verser un chèque, comme retirer de l'argent, comme payer une compagnie. Toutes les opérations qu'on peut faire dans un comptoir peuvent être faites dans un ATM. En Tunisie, nous n'avons pas d'ATM, nous avons des DAB. Et ça s'appelle distributeur automatique de billets. Tout ce qu'il fait, c'est distribuer des billets. Il n'encaisse pas. Et on ne peut pas faire grand-chose à part peut-être recharger un téléphone, et c'est à peu près tout.
Ici, si nous allons dans cette banque, qui est la Canadian Imperial Bank of Commerce, n'est même pas la plus évoluée en Amérique du Nord. Et dès que vous vous adressez à un ATM, ils vous disent quelque chose comme « Ne revenez plus, s'il vous plaît. Deposit checks from anywhere on your smartphone ». Comment ça se fait? Vous avez votre smartphone, votre téléphone, vous avez votre chèque, vous le mettez à plat sur une surface lisse, vous le scannez recto verso et vous le balancez dans votre compte directement. Et puis vous le détruisez, le chèque, vous n'en avez plus besoin. C'est comme ça que les choses se font désormais. Ailleurs, en Tunisie, nous n'avons plus qu'une copie en fait. Il n'y a plus de triplé, il n'y a plus de quadruplé, nous avons évolué. Allez à la banque, vous remettez le document, le chèque, mais vous allez quand même remplir un bordereau que vous allez mettre dans une enveloppe, vous allez garder une copie, mettre ça dans une fente et vous parlez à personne. Ils appellent ça transformation digitale. Oui. Quelqu'un va saisir l'information dans une base de données, parce que vous ne l'avez pas scanné, vous ne l'avez pas saisi vous-même, et cette information va, elle, être transmise de base de données en base de données, de proche en proche, de département en département. L'avantage, c'est qu'elle n'a été saisie qu'une seule fois. Alors, qu'est-ce qu'on va appeler ça? C'est comme une courroie de transmission. Dès que vous saisissez l'information dans un département, elle est transmise à tous les autres. Il n'y a pas de double saisie. C'est la même information. L'avantage, c'est que l'information ne peut pas avoir différentes valeurs, elle n'en a qu'une seule. Quant à savoir si elle est correcte ou non, on repassera, mais si elle est juste une seule fois. Si elle est erronée, elle est erronée une seule fois. Voilà. Est-ce que nous appelons une entreprise comme ça une entreprise... alors, évidemment, le temps ne peut pas être différent du tout. Il n'y aura qu'un seul temps à travers tout le système, et c'est l'avantage que nous avons ici suite à cette pseudo-transformation digitale, qui en fait n'en est pas une. Alors cette entreprise-là, parce qu'il y a des courroies de transmission, est-ce qu'elle est câblée? Oui. Est-ce qu'elle est recablée? Oui, si elle a subi différentes transformations. McKinsey appelle ça Rewired, si on regarde le livre qu'ils ont sorti en 2023, intitulé Rewired, Outcompeting in the Age of Digital and AI. Alors, on se dit en feuilletant le document qu'il y a quelque chose de nouveau. En fait, en le lisant, j'ai rien trouvé de différent de ce que j'ai vu il y a 40 ans, en 1983, dans une revue qui s'appelle The IRM Perspective, IRM comme pour Information Requirements Management, et quelque part dans le texte, nous allons trouver ceci. Information is the glue that holds an organization together. Qui pour moi est une des meilleures définitions que j'ai jamais vues de l'information. L'information, c'est le ciment. C'est la colle qui cimente l'entreprise, qui la fait tenir debout. Alors, l'information, c'est the glue that holds an organization together. Si nous revenons à notre entreprise industrielle, banque, ou peu importe, nous avons saisi des informations dans les bases de données. À la fin du cycle, ces informations-là vont être stockées dans ce que nous appelons un data warehouse, ou en bon arabe, en entrepôt de données. Data warehouse, et puis nous avons vu une flopée de termes parachutés au fil du temps depuis 1983. Data warehouse, data mining, data store, data mart, data lake, big data, data analytics, et enfin dataset. Alors c'est quoi un dataset? C'est la terminologie récente qui est populaire grâce justement à ces chatbots ou à ces technologies génératives. Les données sont la base de tout IA, nous dit-on. Rien de nouveau depuis 1983. Les données sont le ciment des entreprises. Depuis 2017, The Economist même le sait, the world's most valuable resource is data. Nous l'avons découvert en l'an 2020. Dans la presse, nous pouvons lire que le futur n'est plus le pétrole, mais la data. La data qui est le ciment des entreprises, la data qui est à la base de tout IA. Voyons donc la transformation digitale, c'est le terme, c'est l'intitulé de mon intervention. C'est bizarre des fois, il y a des coïncidences qui sont renversantes. La transformation digitale, Generative Pre-trained Transformer, c'est le nom de GPT. Transformation. Et puis si on va plus loin dans le titre générative, l'IA générative, c'est de ce dont je voulais parler, et c'est ce dont M. Sam Altman, que j'avais présenté tout à l'heure, va vous parler. Le 6, ou que nous avons parlé le 6 novembre 2023. We're thrilled to introduce
GPTs. GPTs are tailored versions of ChatGPT for a specific purpose. You can build a GPT, a customized version of ChatGPT for almost anything, with instructions, expanded knowledge, and actions, and then you can publish it for others to use. Ce qu'il nous dit là, c'est que nous pouvons avoir notre propre ChatGPT, notre propre GPT. Et quand je dis notre propre GPT, je ne parle pas de vous ou de moi, mais je parle des entreprises qui vont utiliser GPT non pas sur la base du big data de l'Internet, mais sur la base des données accumulées par leurs entreprises dans ces différents, appelez ça Data Warehouse, Data Mart, Data Lake, Data Store, je m'en fous, mais c'est les bases de données d'entreprise. C'est les transactions qui ont été enregistrées dans l'entreprise. Alors, nous allons voir un exemple ici de la manière dont ChatGPT ou GPT avait été intégré dans un système d'information d'une entreprise. Ici, c'est Click. Ça aurait pu être un autre système. Alors évidemment, il va parler en anglais, excusez du peu, j'ai quand même pu traduire dans les sous-titres en français pour ceux qui ont de la misère avec l'anglais. Alors, écoutons-le, voir comment il va, sur la base des données de son entreprise, voir quels sont les salaires les plus élevés qui sont dispensés dans cette entreprise. Écoutons-le. I'll actually ask questions, and in real time, I'll have the ChatGPT model respond using my data, right? So this data that is about employee churn, ChatGPT is going to ingest that data, respond in kind with results that make sense to me. So I'm going to ask the simple questions first, like what are the highest 3 base salaries for the employees we have? First, I don't have a field called base salaries, right? There's I'll show you what I mean. So if I put this in here, so I'm asking what are the highest 3 base salaries. There's no field here called base salaries, but I have a field called base salaries, one word. But the cool thing with ChatGPT, it's smart enough to know that this means base salary, right? There's a field that has similar values, and it's going to understand that concept. So I'm going to ask ChatGPT, I hit this button. Now I'm getting an answer in real time, right? So the highest 3 base salaries for the employees are $230,000, $232,000, and $249,000. Voilà, donc il intègre, le système intègre GPT dans le fonctionnement de l'entreprise sur la base des données de l'entreprise. Ailleurs, le même personnage nous montre comment il va pouvoir prévoir si telle ou telle personne va quitter l'entreprise bientôt, en fonction de son comportement, en fonction des vacances, en fonction du retard d'avancement, etc., basé sur le profil de ceux qui, déjà, dans le passé, avaient quitté l'entreprise. Alors, je ne vais pas vous laisser sans vous raconter une petite histoire qui un peu illustre ou résume le point ou l'argument que j'essaie de faire aujourd'hui. En me rappelant ce général qui avait été promu et assigné au Vietnam, et sitôt arrivé, il est allé au champ de bataille, il a été déconcerté de constater que pour chaque canon qui tirait, il y avait 3 artilleurs. Un qui chargeait le canon, l'autre qui tirait, et un troisième, on ne sait pas ce qu'il faisait. Il se demandait tout le temps pourquoi il y avait un troisième soldat. À chaque fois, comme ici, il y a toujours une troisième personne. Une qui charge l'obus dans le canon, l'autre qui tire, et un troisième. Et il a posé la question, pourquoi est-ce qu'il y a un troisième? Qu'est-ce qu'il fait? Et tout le monde l'a regardé un peu bizarrement. Il dit, mais c'est ce que nous avons toujours fait. Nous avons toujours fait ça comme ça. Il y a toujours 3 personnes. Et il y en a même qui s'étaient fâchés. Il a dit, s'il y a quelqu'un qui a prévu dans les procédures qu'il y a un troisième, c'est qu'il y a une raison. Il dit, parce qu'il y a une procédure, c'est écrit dans les manuels. Il est allé voir les manuels, et il a trouvé en effet que pour chaque canon, il devait y avoir 3 artilleurs. Il s'est dit, bon, je vais remonter les différentes versions de ce manuel. Il est remonté jusqu'à la Première Guerre mondiale, où le même nombre de soldats étaient assignés à chaque canon. Et ils ont trouvé qu'en fait, il a continué à poser les questions, nous avons toujours fait ça comme ça. Il est remonté à la Première Guerre mondiale, et après cela, à la guerre civile des États-Unis d'Amérique, qui date, comme vous ne l'ignorez certainement pas, 1860-1865. Déjà, pour chaque canon, il y avait 3 personnes. Alors, à l'époque, il y avait un bon... Et là, il a compris pourquoi
Parce que dans les manuels anciens, on expliquait que pour chaque canon, ici nous remontons à l'époque napoléonienne, pour chaque canon, il y avait 3 artilleurs. Un pour charger le canon, l'autre pour tirer, et le troisième pour tenir le cheval. Sauf qu'il n'y a plus de cheval maintenant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons changé la technologie, nous avons gardé les mêmes procédures. Ce n'est pas ça la transformation digitale. La transformation digitale, c'est changer avec les technologies les procédures. Ce n'est pas continuer à faire la même chose, mais en mieux, c'est en fait faire de nouvelles choses. Et celles-là même qui sont possibles grâce aux nouvelles technologies. Je vous remercie pour votre attention.